Cette vidéo est une critique de la vidéo Moon Machine, The Lunar Module. Elle montre les nombreux problèmes que celle-ci contient. Von Braun prévoyait initialement d'envoyer une unique grande fusée vers la Lune, et de la faire se poser dessus. Mais un ingénieur, Ron Hubbard, dit que ce n'était pas une bonne idée, et qu'il avait une meilleure idée, envoyer à la place deux vaisseaux spatiaux plus petits attachés l'un à l'autre. Le premier emmènerait le second vers la Lune, le second se détacherait du premier avec deux astronautes à bord, et alignerait. À la fin de la mission, le second ramènerait les astronautes au premier, puis le premier larguerait le second, et ramènerait les trois astronautes vers la Terre. Mais il ne fut pas pris au sérieux à cause de la difficulté du rendez-vous entre les deux vaisseaux spatiaux à la fin de la mission, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, et ne pouvait être testé sur Terre. L'idée d'Hubbard fut rangée dans la foule des idées bizarres, qui ne seraient jamais mises en pratique. Mais Von Braun était complètement opposé à cette idée que beaucoup trouvaient démente. Il rejetait l'idée d'Hubbard, et se tenait à son idée d'envoyer une grande fusée unique vers la Lune. Finalement, de manière très inattendue, Von Braun finit par accepter l'idée d'Hubbard, à la grande surprise de sa propre équipe. Être capable de changer d'avis a toujours été considéré comme le signe d'un esprit intelligent. La compagnie Grumman remporta le contrat pour construire le module lunaire. Grumman étudie le projet du module lunaire, mais personne ne sait exactement à quoi ressemble la surface lunaire. Pourtant, nous savons à quoi elle ressemble. Le cinéaste français Méliès nous l'a montré dans son film « Le voyage vers la Lune » au début du XXe siècle. Cela convient parfaitement pour un projet fantaisiste. Les premiers tests d'un modèle réduit du module lunaire n'étaient pas du tout concluants. Le module lunaire n'arrivait pas à se poser sans se renverser. Cela montre au moins une chose. Le module lunaire doit être parfaitement stationnaire relativement au sol lunaire avant de se poser et descendre verticalement. Si le module lunaire bouge latéralement relativement au sol lunaire, lorsqu'il se pose, il est pratiquement sûr de se renverser. De sorte à gagner du poids, les sièges furent enlevés, et les astronautes se tiendraient debout dans le module lunaire. Ils seront maintenus par un système de retenue. Cette figure montre le système de retenue qui permettait aux astronautes de rester sur la plateforme en dépit des mouvements du vaisseau spatial. Le problème avec ce système de retenue est qu'il n'était pas centré. Lorsque l'astronaute tire dessus parce qu'il perd son équilibre, au lieu de le maintenir au centre de la plateforme, ce système le tire sur la gauche et contribue ainsi à lui faire perdre son équilibre. Dans les tests du sas de sortie rond, l'astronaute n'arrivait pas à rentrer dans le module lunaire, car il glissait. Il semble que Grumman n'avait pas eu l'idée d'utiliser un revêtement agrippant. Grumman a donc décidé d'utiliser un sas de sortie carré à la place. Il ne serait pas venu à l'idée de Grumman d'utiliser un sas demi-rond. Le lemme est tourné dans tous les sens pour voir si rien ne tombe lorsqu'il est secoué. Quand nous voyons à quoi ressemble le lemme sur les photos d'émission, cela ne semble pas être un test inutile. Ceci est un schéma de la vidéo de la NASA, expliquant la descente du module lunaire sur la Lune. Ils disent que le moteur principal est utilisé dans la descente, et le RCS lorsqu'il est proche de la surface lunaire. Dans leur schéma, le RCS n'est mis à feu qu'une fois dans la descente.
En réalité, le module lunaire tournait régulièrement dans la descente, alors que la vitesse horizontale décroissait, et que le moteur du module lunaire devait contrer davantage la traction lunaire. Cela signifie que le RCS n'était pas utilisé qu'une seule fois dans la descente motorisée, mais tout au long de celle-ci. Dans leur schéma, lorsque le module lunaire est proche de la surface lunaire, le RCS tourne le module lunaire en biais, et le module lunaire est poussé par son moteur principal, à la manière dont le fait un hélicoptère, disent-ils. Les astronautes disent souvent piloter le module lunaire comme un hélicoptère, en le cadrant. En réalité, le vol du module lunaire au-dessus de la surface lunaire n'a rien à voir avec le vol d'un hélicoptère. Quand un hélicoptère s'avance, il penche ses pales principales, ce qui génère de force de l'air. La force verticale permet de maintenir l'hélicoptère en l'air, et la seconde permet le mouvement horizontal de l'hélicoptère. La vitesse de progression de l'hélicoptère dépend de l'inclinaison de ses pales. Mais, dans le vide de la Lune, il n'y a pas d'air pour fournir une force qui s'opposerait au mouvement du module lunaire. Si le module lunaire se cabrait et était poussé par son moteur principal, comme il n'y a pas de force pour s'opposer au mouvement horizontal du module lunaire, le module lunaire ne cesserait d'accélérer et atteindrait rapidement une vitesse qui serait incompatible avec la recherche d'un endroit pour allunir. Cela signifie que le module lunaire ne peut absolument pas se comporter de cette manière pour se déplacer au-dessus de la surface lunaire. En fait, lorsque le module lunaire vole au-dessus de la surface lunaire, il doit être vertical de sorte que le moteur principal contrôle la traction lunaire, et il doit se déplacer en utilisant ses réacteurs latéraux. Même si les réacteurs latéraux sont moins puissants que le moteur principal, comme il n'y a pas de force pour s'opposer au déplacement latéral du module lunaire, ils sont aussi capables d'atteindre n'importe quelle vitesse. La seule différence avec le moteur principal est qu'il leur faudra plus de temps pour atteindre une vitesse donnée, mais ils y arriveront également, quelle que soit cette vitesse donnée. En fait, pour se déplacer dans une direction, les réacteurs latéraux correspondants doivent être mis à feu, mais pas de manière permanente. Si les réacteurs latéraux étaient continuellement mis à feu, il accélérerait indéfiniment le module lunaire, lequel atteindrait une vitesse très importante, également incompatible avec la recherche d'un endroit pour allunir. Les réacteurs latéraux ne doivent être mis à feu que le temps nécessaire pour atteindre la vitesse désirée. Une fois que la vitesse désirée est atteinte, ils doivent être éteints, sinon ils continueraient d'accélérer le module lunaire. Pour arrêter le module lunaire, les réacteurs latéraux opposés doivent être mis à feu, et seulement le temps nécessaire pour arrêter le module lunaire. Comme la poussée des réacteurs latéraux ne peut pas être ajustée, et qu'ils ne peuvent être commandés qu'avec une précision grossière, ce n'était probablement pas facile d'obtenir une immobilité parfaite du module lunaire. Donc la manière dont ils font se mouvoir le module lunaire au-dessus de la surface lunaire est une plaisanterie manifeste, car les ingénieurs de la NASA ne pouvaient ignorer que le module lunaire ne pouvait se comporter ainsi lorsqu'il volait au-dessus de la surface lunaire. Puis la vidéo de la NASA nous montre un schéma de la remontée du module lunaire et son rendez-vous avec le module de commande. Mais en fait, le module lunaire ne s'arrime pas au module de commande comme leur schéma le montre, mais de cette manière au lieu de cela. Dans leur schéma, le module lunaire ne s'arrime pas sur son point d'arrimage, mais sur son côté au lieu de cela. Il est tourné d'un quart de tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, de ce qu'il devrait être. Une fois de plus, c'est un gag manifeste des ingénieurs de la NASA. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'il y a une bosse disgracieuse sur le côté droit du module lunaire. Cette bosse contenait le réservoir de carburant. La raison officielle pour que le réservoir de carburant soit si excentré est que,
Puisque l'oxydateur a une densité 1,5 fois plus grande que celle du carburant, le réservoir de carburant devait être placé 1,5 fois plus loin du moteur de remontée que le réservoir d'oxydateur, de sorte que le centre de gravité du module lunaire soit au-dessus du moteur de remontée lorsque les réservoirs sont pleins, et qu'il n'y ait pas de couple de désalignement. Le problème avec cette conception est que, lorsque les réservoirs se vidaient, le centre de gravité se déplaçait progressivement vers la droite, à cause de la symétrie du module de remontée, ce qui faisait apparaître un couple de désalignement. Si le moteur de remontée avait été articulé, il aurait pu être pivoté de sorte que la poussée puisse être redirigée vers le centre de gravité. Mais le moteur de remontée n'était pas articulé, il était fixe, et cette solution était donc exclue. La seule solution restante pour contrer le couple de désalignement était donc d'utiliser les réacteurs latéraux pour créer un contre-couple s'opposant au couple de désalignement. Le problème est que la poussée des réacteurs latéraux ne pouvait pas être ajustée de sorte que le contre-couple qu'ils créaient soit exactement équivalente au couple de désalignement. La conséquence est qu'ils ne pouvaient être mis à feu en permanence, mais seulement périodiquement, et, comme ils ne pouvaient être activés à une fréquence suffisante, le résultat est qu'il n'était pas possible d'éviter un mouvement de balancement notable. Cette animation explique ce qui se passait, le couple de désalignement faisait tourner le lemme dans le sens des aiguilles d'une montre, et le poussait sur la droite. Puis les réacteurs latéraux étaient mis à feu, et faisaient tourner le module lunaire dans le sens inverse, et le poussaient sur la gauche. Puis les réacteurs latéraux étaient éteints, sinon ils continueraient à faire tourner le lemme, et le pousser, et le couple de désalignement refaisait tourner le lemme dans le sens des aiguilles d'une montre, et le repoussait sur la droite, et ainsi de suite. Plus le couple de désalignement était important, et plus l'amplitude du mouvement oscillatoire augmentait, car la fréquence de commande des réacteurs latéraux ne pouvait être augmentée pour contrer le couple de désalignement plus vite. Maintenant, ce mouvement de balancement n'est pas une supposition, il est confirmé par Clavius, lui-même qui dit ceci sur son site. Alors que la poussée hors axe faisait tourner le module de remontée, les réacteurs latéraux étaient mis à feu pour contrer la rotation et le remettre dans l'attitude correcte. C'est pourquoi les films de la remontée du module montrent cette oscillation périodique. Les réacteurs latéraux s'opposaient à la poussée hors axe du moteur de remontée. Pourtant, le module lunaire a aussi besoin du RCS pour contrôler l'attitude du module lunaire dans la montée motorisée. Avoir à la fois à contrer le couple de désalignement et contrôler l'attitude du module lunaire est une complication importante du guidage. Et, si le RCS tombait à court de propergol avant la fin de la montée motorisée, ce serait fatal au module lunaire. De plus, le module lunaire a besoin d'avoir encore du propergol restant pour faire l'opération d'arrimage au module de commande lorsqu'il a rejoint l'orbite de celui-ci. Pourtant, même avec un moteur fixe, il y avait une manière d'éviter le couple de désalignement, en utilisant une paire de réservoirs plus petits à la fois pour l'oxydateur et le carburant. Chaque réservoir de la paire de réservoirs d'oxydateur serait placé à égale distance du moteur de remontée, de part et d'autre de celui-ci, et de même pour les réservoirs de carburant. Cela pourrait avoir rajouté un peu de poids au module de remontée, mais, juste pour sauver un peu de propergol pour le moteur principal, une quantité infernale de propergol du RCS était gaspillée pour contrer le couple de désalignement, avec la possibilité que le RCS puisse tomber à court de propergol. Les moteurs du module lunaire ne pouvaient fonctionner comme ceux qui fonctionnent dans l'atmosphère terrestre. Dans l'atmosphère terrestre, ils peuvent utiliser l'oxygène de l'atmosphère. Dans le vide, il n'y a pas d'oxygène. Et donc un moteur qui est conçu pour fonctionner dans l'atmosphère terrestre ne pourra fonctionner dans le vide de l'espace.
Pour faire fonctionner un moteur dans le vide, il doit utiliser un mélange spécial de carburant et d'oxydateur. Le problème est que ce mélange est hautement toxique et explosif. Cela signifie que les astronautes voyageaient dans des bombes brûlantes. À chaque fois qu'un moteur du module lunaire était testé, il devait être refait. Cela signifie que le module lunaire était envoyé vers la Lune avec un moteur qui n'avait pas été testé sur Terre. Ils envoyaient donc un module lunaire se poser sur la Lune avec un moteur non testé. Il n'y avait pas de garantie qu'il n'aurait pas de problème. Ils jouaient véritablement le jeu de la roulette russe. Ils veulent protéger le module lunaire de la violente chaleur solaire avec une couverture de mylar, qui ressemble à de l'or. Ils pensent sérieusement que cela sera une protection efficace. Nous pouvons avoir des doutes à ce sujet quand nous voyons comment on peut facilement mettre à feu une couverture de mylar. Certains astronautes, dont Neil Armstrong et Pete Conrad, se sont entraînés sur le véhicule d'entraînement lunaire. Mais ce véhicule d'entraînement se révéla être très instable et dangereux. Le moindre problème ne pouvait être récupéré et était fatal. Une fois Armstrong a dû s'éjecter et se poser en parachute pour sauver sa vie, alors que son véhicule d'entraînement s'écrasait sur le sol et explosait. Pourtant le problème n'était que momentané. Si le même problème était arrivé à un avion, cela aurait été sans conséquence. L'avion aurait pu planer jusqu'à disparition du problème. Ceci montre la différence entre le module lunaire et un hélicoptère. Alors que le module lunaire est sûr de s'écraser en cas de problème avec son moteur principal, un hélicoptère est capable de se poser en toute sécurité avec son moteur éteint, en utilisant simplement l'autorotation de ses pales, comme cette démonstration le montre. En raison de l'instabilité et dangerosité inhérentes du véhicule d'entraînement, les astronautes se sont ensuite entraînés dans une cabine de simulation au lieu du véhicule d'entraînement. Mais la manière dont cette cabine de simulation fonctionne n'a rien à voir avec le pilotage d'un vrai module lunaire au-dessus de la surface lunaire. C'est comme dire que quelqu'un serait capable de faire voler un Boeing parce qu'il a joué avec Flight Simulator. Les pilotes de Boeing s'entraînent aussi avec des simulateurs, mais ces simulateurs sont bien plus perfectionnés que celui qui était utilisé dans Apollo, et une compagnie ne laisserait jamais un pilote aux commandes d'un avion avec des passagers s'il ne s'est entraîné que sur un simulateur. Armstrong a lui-même insisté que l'entraînement dans la cabine de simulation était complètement insuffisant, et que l'entraînement devait aussi se faire sur le véhicule d'entraînement. Pourtant les copilotes Buzz Aldrin et Albin ne se sont entraînés que dans la cabine de simulation, et jamais sur le véhicule d'entraînement. Peu avant le début des missions, le module lunaire avait encore plein de problèmes. Mais la NASA ne voulait pas attendre que tous les problèmes soient résolus, car le délai fixé par JFK devait absolument être respecté. Dommage que JFK n'ait pas dit que des hommes se poseraient sur la Lune d'ici à 3 décennies au lieu d'une seule. Mais JFK n'était plus là pour modifier son discours.
Dans un test dans une chambre à vide, un hublot du module lunaire a explosé. Imaginez si cela s'était produit dans le vide de l'espace. Finalement, après les missions d'Apollo 9 et Apollo 10, qui prouvèrent que le module lunaire était sûr, la fusée contenant les astronautes d'Apollo 11 décolla. Il devait se poser sur la Lune pour la première fois. Le module lunaire se sépare du module de commande pour commencer son voyage vers la surface lunaire. Cette animation est faite avec une séquence de photos d'Apollo 14. Dessus nous voyons le module lunaire qui s'éloigne du module de commande et qui tourne dans tous les sens en même temps. Mais pourquoi le module lunaire ferait-il cela? Certains adeptes d'Apollo ont dit que c'était pour permettre au pilote du module de commande d'inspecter le module lunaire avant son voyage vers la surface lunaire. Mais, si le module lunaire avait vraiment tourné dans tous les sens, juste pour permettre au pilote du module de commande de l'inspecter, il serait resté près du module de commande alors qu'il se retournait, il ne se serait pas éloigné en même temps. Et à présent la vidéo de la NASA nous montre le module de commande en dessous du module lunaire, qui prend la vidéo. Mais pourquoi le module de commande serait-il en dessous du module lunaire? C'est le module lunaire qui va se poser sur la Lune, pas le module de commande. Certains adeptes d'Apollo ont affirmé que c'était une manœuvre nécessaire dans la séparation. Mais, sur la photo AS11 37447, le module de commande est bien plus loin en dessous du module lunaire. Il est douteux que la manœuvre de séparation impose ceci. Armstrong aurait eu une grande difficulté à trouver un endroit sûr pour se poser. Il ne lui serait resté qu'une demi-minute de carburant quand il s'est finalement posé. Mais, lorsque nous regardons la surface lunaire, il est manifeste qu'il aurait pu se poser bien avant, car nous ne voyons pas de difficulté réelle, seulement un petit trou ici et là, rien qui puisse l'empêcher de se poser en toute sécurité. Nous devons donc en déduire que, si Armstrong a attendu d'être presque à court de carburant avant de se poser, c'était pour entretenir le suspense. Comme précédemment dit, le module lunaire devait constamment contrôler son attitude dans la descente motorisée. Le problème est que la poussée des réacteurs latéraux du RCS ne pouvait être ajustée, et il ne pouvait être commandé qu'avec une précision grossière. Cela signifie que, au lieu que la descente soit régulière comme ceci, elle ressemblait plutôt à ceci. Lorsque le guidage commandait aux réacteurs latéraux de tourner le module lunaire dans le sens des aiguilles d'une montre, le module lunaire tournait un peu plus que désiré. Au pas suivant, le guidage ferait une correction, mais cette correction irait un peu trop loin. Au pas suivant, le guidage corrigerait la correction précédente, laquelle irait à nouveau un peu trop loin, et ainsi de suite. Sur la vidéo de la NASA, nous voyons que le module lunaire n'est pas immobile relativement à la surface lunaire, mais bouge latéralement à la place. Comment pouvons-nous le voir? Observez les trous que nous voyons sur la surface lunaire, vous pouvez constater qu'ils bougent, ce qui indique un mouvement latéral du module lunaire. Pourtant, nous avons vu, et les tests réalisés sur un modèle réduit du module lunaire, l'ont prouvé, que, lorsque le module lunaire se pose, il doit absolument être stationnaire relativement à la surface lunaire, car, si le module lunaire se pose latéralement, il est pratiquement sûr de se renverser en touchant le sol. Mais tout est bien qui finit bien, comme toujours dans l'émission Apollo, et nous voyons les astronautes gambader sur la Lune. Nous le voyons à la télé, et cela doit donc être vrai.
et personne ne s'étonne que les astronautes apparaissent être transparents. Ils étaient donc même capables d'utiliser des effets spéciaux sur la Lune. Et à nouveau, le grand suspense. Est-ce que le module lunaire sera capable de décoller de la surface lunaire sans problème? La vidéo prise dans Apollo 14 est du grand n'importe quoi. Il est impossible que le drapeau puisse être secoué de cette manière dans le vide de la Lune quand le module lunaire décolle. Une fois de plus, personne ne s'étonne de cette séquence. Et ici le module de commande voit le module lunaire volant en dessous de lui alors qu'il revient au module de commande. Sur cet extrait, le module lunaire reste à la verticale du module de commande et vole à la même vitesse. Mais ce n'est pas du tout de cette manière que le module lunaire revient à l'orbite du module de commande. Le module lunaire vole plus vite que le module de commande, arrive sur son dos, le dépasse, et arrive en avant du module de commande sur son orbite. La vidéo de la NASA nous montre le module lunaire décollant dans Apollo 17. Très étonnamment, nous ne pouvons voir la plume du moteur de remontée. Mais Michael Shermer a une explication toute prête pour l'invisibilité de cette plume. Dans son débogage, il dit « Les propergols, comme l'hydrogène liquide oxygène liquide, moteurs principaux de la navette et des deuxième et troisième étages de la fusée Saturne, ou l'hydrazine UDMH, nitrogène tétroxyde, fusée Titan des deux Gemini, produisent une flamme presque invisible. » Mais Michael Shermer devrait alors nous expliquer pourquoi la plume des réacteurs latéraux est visible dans la séparation du SIVB d'avec le SIB alors que cette séparation s'est aussi produite dans le vide de l'espace, et les réacteurs utilisaient aussi du propergol. Alors, Monsieur Shermer, est-ce que la plume aurait une visibilité variable? Ou est-ce que votre explication serait bidon? Comme précédemment dit, plus les réservoirs de propergol se vident, et plus le centre de gravité du module se déplace vers la droite, et donc plus le couple de désalignement devient important. Conséquemment, comme les réacteurs latéraux ne peuvent corriger le couple de désalignement plus vite, l'amplitude du mouvement de balancement va graduellement augmenter. À la fin de la vidéo du décollage du module lunaire d'Apollo 17, nous voyons ce mouvement de balancement du module lunaire, et nous voyons que l'amplitude du mouvement sinusoïdal augmente sensiblement. Certains adeptes d'Apollo ont affirmé que ce mouvement sinusoïdal ne venait pas du module lunaire lui-même, mais de l'opérateur contrôlant la caméra avec une manette, alors qu'il essayait de centrer le module lunaire sur l'image. Mais ce n'est pas possible pour les raisons suivantes. 1. Si l'opérateur essayait vraiment de centrer le module lunaire sur l'écran, l'axe de la sinusoïde que le module lunaire suit serait au milieu de l'écran et pas près du bas de l'écran, comme nous le voyons. 2. L'opérateur sait qu'il y a un délai entre une manœuvre qu'il fait sur la manette de contrôle et le résultat qu'il voit sur l'écran. Il ne va donc pas continuellement agir sur la manette, mais faire une manœuvre dessus, et attendre le résultat de cette manœuvre avant de faire la manœuvre suivante. 3. Si l'opérateur n'est pas incapable, l'amplitude du mouvement va décroître. Et donc le mouvement du module lunaire que nous voyons sur l'écran ressemblerait plutôt à ceci. Maintenant, si l'amplitude du mouvement de balancement du module lunaire est déjà importante à ce point, alors que le module lunaire n'est encore qu'au début de la remontée motorisée, nous pouvons imaginer ce qu'il sera quelques minutes plus tard.
il est très probable que le couple de désalignement va augmenter à tel point qu'il va devenir supérieur au contre-couple que les réacteurs latéraux sont capables d'appliquer, et, à partir de ce moment, les réacteurs latéraux ne pourront plus compenser le couple de désalignement. Ce sera fatal au module lunaire, qui s'écrasera inévitablement sur le sol lunaire. Il y a encore mieux. Ceci est le schéma de l'interface logique de commande des réacteurs latéraux du RCS, qui est montré dans le manuel officiel du module lunaire. Ce schéma contient des problèmes électroniques, mais comme la plupart des gens n'ont pas de compétences en électronique, nous passerons sur ces problèmes. De manière à appliquer le contre-couple s'opposant au couple de désalignement, les réacteurs qui devaient être utilisés ont été cerclés sur le schéma du RCS. Chaque commande de cette interface activait une paire de réacteurs. La commande de roulis positif mettait à feu deux réacteurs verticaux opposés l'un à l'autre, B3D et A3U. La commande de roulis négatif mettait aussi à feu deux réacteurs verticaux opposés l'un à l'autre, A2D et B2U. La commande de tangage positif mettait aussi à feu deux réacteurs verticaux opposés l'un à l'autre, A2D et B2U. Et, sans surprise, la commande de roulis positif mettait encore à feu deux réacteurs verticaux opposés l'un à l'autre, A1U et B1D. Donc, comment pensez-vous que le RCS puisse être contrôlé avec chaque commande mettant à feu deux réacteurs directement opposés l'un à l'autre? Même si vous n'avez pas été très assidu à vos cours de physique, vous savez au moins que deux forces égales directement opposées l'une à l'autre annulent leurs effets mutuels. Cela signifie que, avec l'interface, qui est montrée dans le manuel technique du module lunaire, le RCS est tout simplement incapable de contrôler l'attitude du module lunaire, et également d'appliquer le contre-couple, permettant de compenser le couple de désalignement du module de remontée. Les ingénieurs ont même ajouté un peu plus de fantaisie à cette interface. En effet, au lieu d'appliquer directement les commandes à l'interface, ils modulaient une porteuse haute fréquence avec chaque commande, envoyaient le signal modulé à travers un fil, et démodulaient la porteuse à l'autre bout du fil, pour appliquer la commande à l'interface. Mais vous avez seulement besoin de faire cela quand vous voulez envoyer des commandes à un drone, car les commandes ne peuvent voyager à travers l'air, et ont besoin d'une porteuse haute fréquence pour voyager, comme les ondes radio qui permettent de transporter la voix. Mais, lorsque vous voulez envoyer une commande à travers un fil, vous n'avez pas besoin de faire cela, car la commande peut directement circuler dans le fil. Cette complication inutile est à nouveau une plaisanterie des ingénieurs de la NASA, et à nouveau un indice du trucage. Donc, si le RCS était incapable de contrôler normalement les réacteurs latéraux, cela signifie que la solution de compenser le couple de désalignement avec le RCS ne pouvait pas marcher. Cela signifie que, peu après le décollage, le couple de désalignement ferait tourner le module lunaire comme une girouette. Et le module de remontée s'écraserait conséquemment sur le sol lunaire. De toute façon, si le RCS ne pouvait pas contrôler l'attitude du module lunaire, cela signifie que la descente motorisée était également impossible, car le module lunaire a également besoin de contrôler son attitude dans la descente motorisée. Mais, d'un autre côté, il n'y a pas de problème pour poser le module lunaire sur l'Air 51 avec une grue. C'est une manœuvre mécanique très simple qui peut être testée sur Terre. Sur cet extrait de la vidéo de la NASA, le module lunaire n'est visiblement pas sur l'orbite du module de commande, alors qu'il devrait y être lorsqu'il est proche du module de commande. Et maintenant arrive le problème qui s'est produit dans Apollo 13, avec le fameux « Houston, nous avons eu un problème ».
une explosion se serait produite dans un réservoir d'oxygène du module de service. Un vrai cauchemar, la possibilité que les astronautes puissent périr dans l'espace. Lorsque nous voyons cette photo du module de service, qui a été prise après avoir été largué après le retour à la Terre, vous pouvons constater que l'explosion était assez importante. Il est tout à fait évident que cette explosion a eu des conséquences à la fois sur la trajectoire et l'attitude du vaisseau spatial. La trajectoire a été déviée, et le vaisseau a commencé de tourner comme une toupie. Comme, dans le vide, différemment de l'atmosphère, il n'y a pas de force pour ralentir la rotation du vaisseau, il tournera aussi longtemps que la rotation n'est pas contrée par les réacteurs latéraux. Il est évident que, dans ces circonstances, la GC aurait été sollicitée plus que jamais pour corriger la trajectoire et l'attitude du vaisseau spatial. Surtout puisque c'était la GC qui mettait à jour les angles d'attitude et les vélocités en comptant les impulsions envoyées par l'IMU. Si la GC ne compte pas ces impulsions, elles sont irrémédiablement perdues. Pourtant, après l'incident, la GC a été éteinte pendant 80 heures. Donc, lorsque la GC a été rallumée, il ne savait pas où le vaisseau se trouvait, ni comment il était orienté. Étant donné les problèmes du module de commande, les astronautes ont dû se retirer dans le module lunaire. Le module lunaire était conçu pour 2 astronautes se tenant debout, et pourtant les 3 astronautes d'Apollo 13 semblent être confortablement installés dans le module lunaire. Mais, comme le module de service était devenu incapable de pousser le vaisseau spatial combiné, le problème était comment sauver la mission et permettre aux astronautes de revenir sains et saufs. Alors les ingénieurs ont eu une idée lumineuse, ce serait le moteur du module lunaire qui pousserait le vaisseau combiné. La mission était sauvée. Dans la vidéo prise depuis le vaisseau spatial, nous voyons le sol lunaire alternativement grossir et rapetisser. Cela signifie que le module lunaire jouait le jeu insensé des montagnes russes, alternativement s'approchant de la Lune et s'en éloignant. Mais, de manière à jouer ce jeu, le module lunaire aurait dû utiliser son moteur, gaspillant ainsi son propergol, alors que, en suivant une orbite naturelle de la Lune, cela aurait économisé son propergol. C'est sûr, le vaisseau spatial était dans une situation précaire, impliquant qu'il devrait économiser autant que possible son propergol, et pourtant, il lui prenait la fantaisie de le gaspiller inutilement, juste pour le fun. De toute façon, même si le vaisseau spatial avait volé normalement, en suivant une orbite régulière, il y avait quand même un problème. En effet, dans les autres missions, le vaisseau spatial ramenant les astronautes vers la Terre consistait du module de service et du module de commande sans le module lunaire. Dans Apollo 13, le vaisseau spatial combiné complet revenant vers la Terre ne consistait pas seulement du module de service et du module de commande, mais aussi du module lunaire. Bien sûr, le module de service avait perdu du poids dans l'explosion à cause de l'oxygène brûlé dans l'explosion, mais pas autant que le poids du module lunaire. Et le module lunaire avait 3 fois moins de propergol que le module de service. Cela signifie que le module lunaire devait ramener vers la Terre un vaisseau spatial combiné qui était plus lourd, et avec moins de propergol que le module de service, devait le faire dans les autres missions. Mais les miracles arrivent tout le temps dans les missions Apollo. Mais la manœuvre a parfaitement réussi, et le vaisseau spatial combiné est réapparu de l'autre côté de la Lune.
Dans la vidéo prise dans le vaisseau d'Apollo 13, il y a pas mal de surprises, mais il y en a une qui surclasse toutes les autres, et que nous pouvons voir sur cette animation faite avec un extrait de la vidéo. Dans cette séquence, la caméra explore le vaisseau. À la manière dont la caméra se déplace, il est évident que l'un des 3 astronautes la tient. La séquence a été accélérée pour ne pas être trop longue. Puis la caméra redescend, avec un astronaute qui la tient, et nous voyons des astronautes. Nous ne voyons pas le 3e astronaute, car il est manifestement celui qui tient la caméra, mais la caméra recule, et soudain, nous voyons un 3e homme. Il est dans l'ombre, mais c'est indubitablement un homme, et cela ne peut être que le 3e astronaute. Mais, si ce n'est pas le 3e astronaute qui tient la caméra, alors qui est-ce ? Probablement un passager clandestin. Le module lunaire était conçu pour permettre à 2 hommes de vivre pour une durée de 50 heures, mais à présent c'était 3 hommes qui devaient survivre dans le module lunaire pour le double de cette durée. Alors, comment leur permettre de survivre dans ces conditions ? La réponse était en utilisant les ressources du module de commande. Mais le problème est que le module lunaire avait des cartouches rondes, alors que le module de commande avait des cartouches carrées au lieu de cela. Alors le problème était de savoir comment faire tenir des cartouches carrées dans une boîte ronde. Oh bien sûr, ils n'auraient pas pu utiliser le même standard pour les cartouches des 2 vaisseaux, à cause du suspense nécessaire dans la mission. Finalement, ils ont trouvé la solution en utilisant des tubes en plastique et du ruban adhésif pour faire communiquer les cartouches entre elles. MacGyver était à bord. Lorsque le module de commande pénètre dans l'atmosphère, le sol perd la communication avec celui-ci. Le sol était donc capable de garder la communication lorsque le vaisseau était très éloigné, près de la Lune, mais il ne pouvait la garder quand il était près de la Terre. Les astronautes d'Apollo pensent avoir fait une rentrée directe dans l'atmosphère terrestre. Le problème de faire une rentrée directe dans l'atmosphère terrestre est que le module de commande a une vélocité très élevée lorsqu'il s'approche de la Terre. S'il ne réduit pas cette vélocité avant de pénétrer dans l'atmosphère, il a une grande chance de surchauffer. Ce seraient les cendres des astronautes, et non des hommes vivants qui seraient récupérés lorsque le module de commande plongerait dans l'océan. C'est pourquoi il est préférable de faire une rentrée rebondissante au lieu d'une rentrée directe, de manière à suffisamment réduire la vélocité du module de commande avant de pénétrer dans l'atmosphère, de sorte que l'échauffement du module de commande reste dans des limites acceptables. La rentrée rebondissante consiste à faire rebondir le vaisseau spatial sur l'atmosphère au lieu de pénétrer directement dedans, et de faire diminuer suffisamment la vélocité avant de pénétrer effectivement dedans pour la descente finale, de sorte que la vélocité restante conserve l'échauffement dû à la friction atmosphérique dans des limites raisonnables. C'est ce que les fusées russes ont fait avec succès. L'angle de rentrée, Flight Path Angle, est l'angle sous lequel le vaisseau spatial pénètre dans l'atmosphère.
il est évident que plus cet angle est important, et plus le module de commande descendra rapidement. Toutefois, cet angle ne doit pas dépasser une certaine limite, sinon la vitesse de descente serait telle qu'elle causerait une surchauffe fatale du module de commande. La NASA a montré la table des paramètres de rentrée pour les diverses missions. Les paramètres de rentrée ne sont pas aisés à étudier lorsque directement lus dans la table. C'est pourquoi ils ont été représentés sous la forme de graphes superposés. Pour chaque graphe, l'ordonnée la plus basse correspond à la valeur minimale du paramètre, et l'ordonnée la plus élevée à la valeur maximale du paramètre. L'axe horizontal correspond aux missions Apollo 11, sur la gauche, à Apollo 17, sur la droite. Apollo 13 avait un angle de rentrée plus petit que pour les missions Apollo 11 et Apollo 12, qui avaient le même. Conséquemment, le module de commande d'Apollo 13 est tombé moins vite que ceux d'Apollo 11 et Apollo 12. Apollo 11 et Apollo 12 ont la même accélération maximale, maximum g, ce qui est normal puisqu'ils avaient le même angle de rentrée. Apollo 13 avait une accélération maximale plus petite qu'Apollo 11 et Apollo 12, car il avait un angle de rentrée plus petit. Conséquemment, Apollo 11 et Apollo 12 devraient avoir un temps de chute équivalent, et plus court que celui d'Apollo 13. Mais, étonnamment, Apollo 11 et Apollo 12 ont tous deux un temps de chute plus grand que celui d'Apollo 13, alors que ce temps devrait être plus petit que celui d'Apollo 13, car Apollo 13 tombait moins vite, et Apollo 11 et Apollo 12, qui sont tombés de la même manière, ont des temps de chute différents. Celui d'Apollo 12 est proche de celui d'Apollo 13, un peu plus grand. C'est la logique étrange d'Apollo, n'essayez pas de comprendre. On va vous épargner les autres anomalies de la table des paramètres de rentrée. Finalement, après un long silence angoissant, la communication avec Apollo 13 a été restaurée, et le module de commande est réapparu en vue depuis les nuages qui le cachaient. Ses parachutes étaient ouverts, et il était sauf, ainsi que les astronautes. Maintenant, regardez comme les parachutes du module de commande sont grands comparés avec lui. Maintenant, regardez comme les réceptacles dans lesquels les parachutes étaient contenus étaient petits comparés avec la taille du module de commande. Alors, comment les parachutes du module de commande pouvaient-ils tenir dans des réceptacles aussi petits? Un nouveau miracle. La NASA nous a montré une démonstration du module de commande largué depuis un avion et descendant avec ses parachutes. Mais, dans cette démonstration, les parachutes ne sortent pas du module de commande, ils sont largués depuis l'avion en même temps que le module de commande. La NASA ne nous a jamais montré une démonstration dans laquelle le module de commande était largué tout seul, sans les parachutes, et les parachutes se déployaient plus tard depuis le module de commande, lui-même, et pour cause. En fait, le module de commande n'est pas revenu depuis l'espace. Il a été largué depuis un avion volant à haute altitude, en même temps que ses parachutes, et a plongé dans l'océan, comme s'il revenait de l'espace. Et les spectateurs en dessous, qui n'ont pas vu l'avion caché par les nuages, ont pu croire que le module de commande revenait de son voyage fantastique vers la Lune. Maintenant la vidéo de la NASA se termine avec une photo du module lunaire sur la prétendue Lune, et cette photo est un indice final évident du trucage. En effet, vous pouvez constater que l'ombre du LEM s'étend sur la droite, ce qui signifie que le soleil brille depuis la gauche, et donc que la caméra n'est pas orientée en direction du soleil. Le soleil peut éclairer tout ce qui est matériel, mais il ne peut pas éclairer le vide. Il peut éclairer notre atmosphère, car elle a quelque chose de matériel. Mais la Lune n'a pas d'atmosphère, et le ciel lunaire est noir, il ne peut pas être illuminé par le soleil. Alors pourquoi le ciel lunaire apparaît-il brillant illuminé au-dessus de l'antenne Huygens? Et pourquoi y a-t-il cette brume lumineuse sur la droite de la photo?
Les gens sont si fascinés par les alunisages qu'ils ne réalisent pas que cette scène est irréelle. Les gens pensent souvent qu'aller sur la Lune est assez simple. C'est à tel point qu'ils pensent qu'il était plus simple d'aller sur la Lune que de truquer les missions Apollo. Ils n'ont absolument aucune idée de la difficulté et la dangerosité des missions Apollo. Lorsque vous croyez à quelque chose en dépit d'innombrables incohérences, cela signifie que vous y croyez, comme à une religion.